Bonjour, c'est la semaine de la dénutrition. Alors à cette occasion, nous allons aller voir Marine, qui est la diététicienne de l'établissement et qui va nous raconter tout ça. Allez, je vous amène. Marine, explique-nous ce que c'est que la dénutrition. Alors, la dénutrition, c'est une pathologie, c'est un état pathologique, donc une maladie qui touche environ 40%, on estime 40% des personnes âgées hospitalisées ou en institution, donc en EHPAD, en milieu hospitalier. C'est une maladie qui résulte d'une carence d'apport vis-à-vis des besoins de l'organisme. Ça veut dire que la personne ne se nourrit pas assez en rapport avec les besoins nutritionnels qu'elle a. Ça peut arriver dans deux situations. Soit la personne n'a pas assez faim ou ne se nourrit pas assez ou se nourrit de moins en moins et du coup ne couvre pas les besoins de son organisme, soit c'est son organisme qui consomme plus, on appelle ça l'hypercatabolisme, qui peut arriver pour se défendre contre une maladie. Il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer, par exemple une déambulation excessive aussi, la personne va beaucoup marcher, donc ses besoins vont augmenter, pas ses apports, du coup il va en résulter une dénutrition et toutes les conséquences qui peuvent en découler. Marine, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre dénutrition et malnutrition? Une bonne question, ça, Sherlock. La malnutrition, c'est un terme plus global. C'est un terme qui englobe plusieurs déficits nutritionnels, plusieurs déséquilibres. En fait, la dénutrition est une forme de malnutrition. La malnutrition, en fait, il peut y en avoir plusieurs. On peut parler de sous-nutrition. Dans ce cas-là, ça englobe la dénutrition, mais c'est aussi des carences qui peuvent être spécifiques à des vitamines, à des minéraux. Là, il y a des pathologies qui sont particulières, comme le scorbut, par exemple, ou dans certains pays du tiers-monde ou sous-développés, on peut aussi observer des carences, mais dues à l'inaccessibilité à la nourriture. Il peut y avoir aussi, dans les pays déjà plus développés, on le voit beaucoup plus, des problèmes de suralimentation ou de mauvaise alimentation. Donc, on consomme beaucoup trop de calories vis-à-vis de nos besoins et surtout des calories qui sont inadéquates, beaucoup trop de glucides, beaucoup trop de lipides, des choses qui ne sont finalement pas nécessaires et qu'on consomme en trop grande quantité. Il va en résulter d'autres maladies comme l'obésité, le diabète, des pathologies cardiovasculaires. Et dans ce cas-là, tout ça, ce sont des pathologies de malnutrition. La dénutrition fait partie d'une malnutrition et donc celle-là correspond à une carence d'apport vis-à-vis des besoins nutritionnels du corps. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un en surpoids peut être en dénutrition? Tout à fait. Et oui, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. On peut être obèse, en surpoids et dénutri. Donc, il faut être très vigilant à ça. D'ailleurs, une dénutrition chez une personne obèse ou juste en surpoids peut avoir des conséquences dramatiques sur sa santé, puisque si elle est associée, et forcément elle le sera, à une sarcopénie, à une fonte musculaire importante, il faut bien s'imaginer que nos muscles nous servent à nous porter. Sur un poids plus important, la perte de muscle, la fonte musculaire, va être dramatique puisqu'on n'aura plus assez de muscles pour se porter nous-mêmes. La dépendance qui va en découler sera encore plus importante. Il faut savoir que c'est un état pathologique qui est réversible. On peut, avec un enrichissement, on appelle ça de l'enrichissement, du fractionnement ou même une complémentation nutritionnelle, on peut inverser la tendance et faire reprendre du poil de la bête à nos personnes âgées. Est-ce que tu as des pourcentages à nous donner? Oui. Alors la prévalence, elle est relativement élevée et c'est des estimations. Donc on parle de 4 à 10% des personnes âgées de plus de 70 ans à domicile, ce qui n'est pas négligeable. On parle aussi de 40% des malades d'Alzheimer et des personnes atteintes de cancer, hospitalisées ou non, et 40% des personnes hospitalisées, entre 35 et 40% des personnes hospitalisées en EHPAD sont concernées. Ok, très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler des signes de dénutrition chez une personne? Tout à fait. Alors, les signes de la dénutrition, ils peuvent être différents en fonction des personnes, en fonction de nos résidents. Ce qu'on va souvent regarder, et c'est pour ça qu'on le suit
régulièrement. On fait une pesée mensuelle des résidents exprès pour ça. C'est l'évolution du poids. La perte de poids involontaire chez un résident peut être une indication d'une dénutrition. On va aussi se pencher sur l'IMC. Un IMC trop bas, voire très bas, donc inférieur à 21 ou même inférieur à 18, sont des indications ou des critères, en tout cas, de diagnostic de la dénutrition. Il peut y avoir d'autres choses. On en a parlé au tout début, c'est la perte d'appétit. La perte d'appétit, c'est par là que va commencer la dénutrition dans certains cas. Et donc, la diminution des ingestats, des apports nutritionnels. Ça, ce sont des critères de diagnostic dont on se sert au quotidien pour évaluer la dénutrition. On va aussi être vigilant à la fonte musculaire, ce qu'on peut appeler aussi la sarcopénie. Dans ce cas-là, il va en résulter une perte de force, une perte de tonus musculaire, une perte de capacité, et donc ça peut aussi dégrader l'autonomie de la personne et aggraver le risque de chute, par exemple, et donc le risque de fracture. Alors, en plus de ces critères de diagnostic, il y a des signes auxquels on peut faire attention et qui peuvent être dus à la carence d'apport, puisqu'on ne se nourrit pas assez. Donc forcément, le corps va réagir. La personne âgée peut être un peu plus asthénique, un peu plus faible. On va remarquer de la fatigue chez elle. On peut remarquer aussi des problèmes cutanés, une difficulté à cicatriser, ou peut-être même des modifications dans le comportement, dans l'humeur, une irritabilité, une certaine tendance à la dépression ou une apathie. Ça peut être associé à la dénutrition, à l'inappétence, au manque de goût pour les choses. Voilà, tous ces signes peuvent être de manière générale associés à la dénutrition. Il faut y être vigilant, même si ce ne sont pas des critères de diagnostic, on peut y être vigilant de manière globale. Est-ce que tu peux nous aider à nous diriger sur des aliments qui vont lutter contre la dénutrition? Des choses qu'on peut trouver chez nous, dans le magasin, plutôt dans le naturel. D'accord. Alors, une fois qu'on a identifié qu'une personne est dénutrie, on va donc identifier la cause. Est-ce que la personne mange bien, mais c'est son corps qui consomme plus d'énergie et donc il faut qu'on augmente? Ou est-ce que la personne a une forme d'inappétence particulière et du coup elle n'a pas faim, elle n'a pas très faim? Dans le premier cas où elle mange correctement, on va pouvoir ajouter un peu de quantité et varier un maximum l'alimentation en ajoutant des sources de protéines, des sources de glucides et des sources de lipides. Donc, pour un rappel, les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, produits laitiers. Donc, on peut en rajouter comme ça dans la journée. Rajouter un yaourt sur un repas, rajouter un yaourt sur un petit-déj, un fromage blanc ou un petit suisse sur un goûter, mettre une portion supplémentaire de viande alors qu'on n'en mettait pas forcément le soir. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Ajouter des petits lardons dans une poêlée de courgettes. Vous avez rajouté des protéines, on n'a rien vu passer. Rajouter des matières grasses, c'est facile. Vous cuisinez avec une cuillère d'huile d'olive, vous en mettez une deuxième, la vinaigrette un peu plus de beurre sur les tartines, ça va passer facilement. Les glucides, c'est ce qui sera à la limite le plus facile à augmenter. Les glucides, c'est tout ce qui est apport en sucre rapide, sucre lent. Mettre un deuxième sucre dans un café ou dans n'importe quelle autre boisson, chocolat, thé, au lieu d'un, donc doubler la quantité, c'est facile et on ne le voit pas passer. On peut faire ça sur plein de choses. On peut ajouter du sirop dans de l'eau, on peut ajouter une cuillère de pâte supplémentaire alors qu'avant on n'en mettait pas beaucoup. Donc augmenter la portion, si la personne a faim, c'est possible. Si la personne a moins faim, il va falloir enrichir dans un petit volume d'aliments. Et là, ça commence à se compliquer au plus. Donc il va falloir garder un volume restreint, mais que ce soit plus concentré. Dans ce cas-là, on va aller chercher des astuces, comme par exemple le lait en poudre. Le lait en poudre, c'est un outil intéressant parce qu'il va vous apporter des protéines et du gras, et on va pouvoir le mettre dans certaines préparations sans que ça change ni le goût, ni la couleur, ni le volume. Donc, rajouter dans un café au lait une cuillère ou deux de lait en poudre, vous avez enrichi sans modifier ni le volume, ni le goût, ni la couleur. Vous pouvez le faire aussi dans la purée, vous pouvez le faire dans les gratins, vous pouvez le faire dans les sauces, vous pouvez le faire dans beaucoup de choses, salées ou sucrées.
En fait, là, tu veux parler du lait déshydraté qu'on trouve en Celui que grande j'ai pour aller surface. au camping. D'accord. Ça marche super bien. Il faut prendre le lait entier, donc le rouge, en poudre, et 1 à 2 cuillères, plusieurs fois dans la journée, dans toutes les préparations sucrées ou salées. Hop, ni vu ni connu, on enrichit. On peut aussi, par exemple, donc enrichir en sucre, ça c'est facile. Boisson, vous rajoutez un sucre supplémentaire. Vous mettez du sirop dans l'eau, on l'a dit. Ça c'est assez facile. Les glucides, voilà, faut pas en avoir peur. Une fois qu'on est dénutri, on sait qu'il faut ajouter, donc on ajoute. Et la matière grasse, ça va dépendre de la texture. Donc, est-ce que si la personne mange en entier, on va rajouter un peu de sauce. On va mettre une cuillère supplémentaire de beurre dans les pâtes. On va mettre une cuillère supplémentaire de beurre aussi, ou de crème fraîche, dans, par exemple, une purée pour quelqu'un qui devrait manger avec des aliments moulinés ou mixés. Ça, c'est facile, ni veni coni. Ça ne change pas ni notre volume. Ça améliore le goût, c'est meilleur. Et c'est plus sympa pour les personnes âgées. Super. Moi, j'ai quand même une question, alors qui a quand même un rapport avec la dénutrition, puisque si j'ai bien compris tout ce que tu viens de dire, la dénutrition, c'est aussi une difficulté à pouvoir s'alimenter correctement. On le sait que dans la pathologie, on a des troubles de la déglutition. Donc, quel conseil tu pourrais donner à des gens qui sont en présence de leurs proches et qui ont des problèmes de déglutition? Alors, il y a plusieurs signes déjà qui peuvent nous indiquer que la personne a des troubles de la déglutition. Les troubles de la déglutition, plus vulgairement, on va parler de fausse route. La fausse route, c'est quand on s'étouffe, quand ça passe à côté, dans le mauvais trou. On va avoir des petits signes comme ça qui vont nous interpeller, le fait de tousser pendant le repas, le fait de devoir racler la gorge, ou d'autres signes qui peuvent être des fausses routes silencieuses comme le larmoiement ou avoir le nez qui coule pendant qu'on mange, éternuer pendant le repas. Tout ça, c'est des signes où il faut se demander si ça passe pas un petit peu à côté. Si c'est le cas, il va falloir qu'on adapte la texture. Et donc là, il faut regarder si la personne fait des troubles de la déglutition avec les solides, avec la viande, avec les pâtes, avec voilà, des choses que l'on mastique, ou est-ce qu'elle fait des troubles de la déglutition au liquide, tout ce qu'elle boit. Les deux peuvent être corrélés, ou ça peut être l'un sans l'autre, et ça peut évoluer. Donc, en fonction de ce qu'on a identifié, il va falloir qu'on modifie la texture. Si ça concerne les solides, on va avoir tendance à aller mixer les aliments, à les faire sous forme de purée, qui seront donc plus faciles à mastiquer, donc il n'y aura plus de mastication, mais plus faciles à avaler. Et il y aura aussi donc, sur les liquides, donc là c'est l'inverse, on va épaissir ou gélifier l'eau pour en ralentir l'arrivée au fond de la gorge. Est-ce qu'il existe des choses, encore une fois, naturelles qu'on trouve en grande distribution pour épaissir l'eau? On ne va pas trouver de produits très adaptés. On va plutôt aller à la pharmacie et aller chercher un épaississant ou un gélifiant adapté. Ils peuvent être sous prescription médicale aussi par le médecin traitant. D'accord, donc en fait c'est des produits qu'on trouve en libre service entre guillemets en pharmacie, ou est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance? Normalement vous pouvez les trouver en pharmacie, sans ordonnance. D'accord. Merci Marine.